Merci, si vous voulez entrer. Donc il y a quelque chose qui dérégule tout, c'est le climat. On a perdu du temps. On a perdu du temps parce que on a mal pris le problème dans sa façon de le présenter. De quoi parlent deux personnes qui vont acheter la baguette de pain le matin? Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? Les deux mamelles de la conversation, la santé et le temps qu'il fait. Il suffisait qu'il fasse froid au mois de mai pour dire, mais il nous raconte des bêtises, quoi. Ça ne se réchauffe pas. Le changement climatique, le réchauffement, parce qu'on peut parler de réchauffement climatique, ce n'est pas une valeur populaire. Ça ne se discute pas. C'est quelque chose qui est mesuré, c'est une mesure scientifique. La planète s'est réchauffée à l'échelle globale de 1 degré en un siècle. Ça ne se perçoit pas. On ne sent pas un réchauffement moyen de la planète de 1 degré en un siècle. Alors quand le président Trump l'année dernière disait regardez ce qu'il nous raconte sur le réchauffement climatique, il faisait très très froid à New York, il faisait très très froid à Montréal, au Canada, c'était vraiment des froids polaires. Et il disait, il nous raconte des carabistouilles, hein, on dit que ça se réchauffe. Il oubliait de dire une chose, c'est qu'à même moment, il y avait une canicule extraordinaire en Afrique du Sud, une sécheresse dangereuse en Afrique du Sud, le Cap est en difficulté pour avoir de l'eau, et ainsi qu'en Australie. Donc il faut bien voir que c'est quelque chose qui est global, 1 degré en un siècle. C'est d'ailleurs la difficulté pour mettre en place le traitement. Quand je dis traitement, je parle un peu en médecin. Il faut imaginer que la Terre, elle a pris 1 degré, elle a 37, ce serait sa température normale, elle a 1 degré de plus, elle a 38. Moi, j'ai fait quelques années de médecine, et donc en général, on vient en disant « je ne suis pas bien », quoi. Vous voyez, il faut s'en occuper, une petite fièvre, une fébricule, on appelle ça. Et en général, on dit qu'il va falloir quand même qu'on aille voir le docteur. Et on va voir le docteur au début des complications. On en est là aujourd'hui. La Terre entre dans un début de complications. Ce réchauffement climatique moyen provoque de la dérégulation climatique. Pour faire simple, la machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques qui est constante. Été comme hiver, il fait chaud sur les tropiques. La machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Et la Terre, elle a 2 fluides pour faire ces échanges de chaleur. D'une part, le courant atmosphérique, ce sont des changements rapides, eux conditionnent le temps qu'il fait, conditionnent la météo. L'air n'a pas de capacité, si vous voulez, à absorber les calories, il les véhicule, il les déplace facilement. Et le deuxième fluide sont les océans. L'océan, si vous voulez, 93%, vous avez bien entendu, 93% de l'excès de chaleur dû au réchauffement climatique, cet excès de chaleur est absorbé par l'océan. Donc c'est l'océan qui prend 93% de l'excès de chaleur. Et donc c'est le courant qui conditionne le climat. Le courant océanique qu'on connaît bien dans notre hémisphère nord, l'hémisphère sur l'océan Atlantique, le Gulf Stream. Le Gulf Stream, il prend la chaleur de la Caraïbe et va l'amener vers le nord. C'est une énorme quantité de chaleur qui est soustraite à l'arc caribéen, à la Floride, et qui petit à petit va vers le nord. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez donc ce réchauffement moyen qui augmente petit à petit. Et ce réchauffement sur l'océan a 2 conséquences. D'une part, une élévation du niveau moyen de la mer, à la fois par dilatation, vous vous souvenez que tout corps chauffé se dilate, et bien l'eau de surface, avec toute cette quantité de chaleur qu'elle absorbe, elle se dilate. Ça fait monter le niveau. Et deuxièmement, bien sûr, la fonte des glaciers, la fonte des calottes polaires, celle du Groenland, beaucoup, et celle de l'Antarctique. Donc on a un niveau déjà qui monte. Ensuite, deuxièmement, comme cet océan absorbe l'excès de chaleur, vous avez ce qu'on appelle les alizés, ces vents qui soufflent
depuis l'Afrique vers la Caraïbe, ces alizés poussent les eaux chaudes de surface, et ces eaux chaudes vont s'accumuler sur l'arc caribéen, la Floride. Si vous regardez avec la profondeur, c'est une vraie digue. Une vraie digue, ce sont des îles volcaniques. Et donc on a une accumulation de cette eau chaude qui se fait sur l'arc caribéen. Ça existe depuis toujours. Ça existe depuis toujours, et il y a ce qu'on appelle des tempêtes tropicales. De temps en temps, il y a une détente brutale et massive, il pleut, il y a beaucoup d'abondance de précipitations, du vent, etc. Ça dure quelques heures et ça s'arrête. C'est normal. Aujourd'hui, cette accumulation d'eau chaude, c'est une bombe thermique. On sait aujourd'hui, quand il y a 50 mètres d'eau à 27 degrés, là, il y a une bombe thermique. C'est la naissance ou la ressource du cyclone. Le cyclone, c'est une détente brutale et massive de chaleur accumulée à la surface de l'océan. Ça, c'est l'illustration de la dérégulation qui est liée à ce réchauffement. Par ailleurs, il y a une grande perturbation, si vous voulez, de la circulation océanique, de la circulation d'air, avec des étendues de sécheresse extrêmement importantes. Donc, l'homme est devenu un acteur du climat par les excès de CO2 dans l'atmosphère. Autre chose aussi, c'est qu'on a le sentiment qu'on peut y en envoyer, hein. On a l'impression que ça part dans le cosmos, tout ce qu'on envoie dans l'air. En fait, ça reste collé sur la Terre, ça reste très près. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère, la couche atmosphérique, c'est très ténu. Ça fait 10 km d'épaisseur. 10 km d'épaisseur. Vous partez du centre de la Terre, vous faites 6500 km, vous arrivez à Lyon. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. Donc ce n'est pas le truc immense où on peut tout envoyer, vous voyez. Et en plus, la composition de l'atmosphère, 79% c'est de l'azote, aucun effet de serre. 20% c'est l'oxygène, heureusement, aucun effet de serre, et le reste c'est la vapeur d'eau et quelques gaz. Le CO2 que l'on émet en excès se retrouve à 0,03% de la composition de l'atmosphère. Et vous comprenez donc que c'est un gaz rare. On en parle tellement que c'est devenu banal, le CO2. On a banalisé le CO2. En fait, c'est un gaz de trace qui agit et qui est très efficace. Et c'est lui qui renforce notre effet de serre. Je dis renforce parce que l'effet de serre a toujours existé. Si l'effet de serre n'avait pas existé, on ne serait pas là. La température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 15 degrés. Donc on n'aurait jamais existé. L'effet de serre a permis l'émergence de la vie. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de renforcer cet effet de serre. Moi, j'appelle ça, on installe un double vitrage au gaz carbonique. Donc toute la chaleur qui traverse l'atmosphère, elle est piégée comme dans une serre de jardinier. Et donc, on assiste à une augmentation progressive. Alors, la part de l'homme, si vous voulez, on la connaît aujourd'hui, on l'a mesurée, surtout dans les glaces de l'Antarctique. L'Antarctique, donc, c'est le pôle sud. C'est un continent grand comme 28 fois la France, avec une couche de glace de 2,5 km d'épaisseur, 2500 mètres d'épaisseur moyenne sur 28 France. C'est presque 80% de la réserve d'eau douce de la planète. 80%. Claude Lorius, qui est un éminent glaciologue, qui est de Grenoble, il a travaillé sur des carottes que l'on fait dans la glace et il a ressorti de ces carottes l'histoire du climat de la Terre. Quand il neige, vous avez de la poudreuse légère qui va se transformer, se tasser petit à petit. Elle est légère parce que les cristaux sont légers, sont prisonniers, il y a de l'air qui est prisonnier dessous, et petit à petit ça se tasse et les bulles d'air restent prisonnières comme ça. C'est ce qui se passe dans les régions polaires. Et donc ça forme petit à petit par tassement des glaciers. Mais les bulles d'air qui étaient là au moment de la précipitation neigeuse, elles sont enfermées. Et donc l'étude de ces carottes, si vous voulez, permet d'examiner la composition de l'air aujourd'hui jusqu'à 1 million d'années. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la Terre, elle a sa vie propre depuis très longtemps. Des alternances de périodes chaudes, des périodes glaciaires, interglaciaires, voilà. Elles sont, ces périodes-là, si vous regardez les résultats, elles sont là. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis un siècle, il y a une accélération
très forte de la température moyenne à la surface de la Terre. Normalement, nous sommes dans une période de réchauffement climatique lent. On va vers du réchauffement lent, mais sur des milliers d'années. Et donc, on accélère effectivement le réchauffement par les émissions de CO2. J'étais hier dans une conférence où il a été signalé qu'effectivement l'homme avait des capacités à résoudre les problèmes en parlant du trou dans la couche d'ozone. Le trou dans la couche d'ozone a permis, effectivement, c'était lié à l'excès des CFC, les chlorofluorocarbones, qu'on trouve dans les réfrigérateurs, dans les bombes à aérosols. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone, je fais comme ça parce que c'était en Antarctique, il fallait que ce soit froid. Pour la première fois, on s'est rendu compte que l'homme était capable de changer la composition de l'atmosphère. C'est quand même pas rien. On est donc capable de changer la composition de l'atmosphère. Le problème est en voie de résolution parce qu'on avait identifié la cause, les chlorofluorocarbones qu'on utilise dans les frigos, dans les aérosols. Donc il y avait une dizaine de grandes compagnies de la chimie mondiale qui se sont réunies en disant il faut trouver autre chose. Et on a trouvé des produits de substitution qui sont efficaces aussi en matière d'effet de serre, mais ce sont des produits qui permettent aujourd'hui de se rendre compte que c'est efficace et que le trou dans la couche d'ozone est en train de... Là, on parle du CO2. Le problème est beaucoup plus complexe parce que chacun d'entre nous est un émetteur de CO2. Chaque citoyen, où qu'il soit, individuellement, industriel, familial, etc., nous sommes tous des émetteurs de CO2. Ça, c'est beaucoup plus difficile à résoudre que l'histoire de l'ozone. Alors, il est évident qu'on chasse les émissions de CO2. Les solutions, on les connaît, réduire les combustions des énergies fossiles. Si déjà on passait du charbon au gaz, il y aurait la moitié des émissions. Mais on se rend compte aujourd'hui que pour nous, Français, le charbon, ça reste une histoire ancienne, hein. Il reste encore 2 centrales au charbon. J'ai lu ce matin qu'on va encore essayer de les conserver pendant un petit moment en cas de trou. Le charbon, c'est le pire, c'est l'ennemi du climat. Mais la Chine marche au charbon, l'Inde marche au charbon sans aller si loin. L'Allemagne s'est remise au charbon. L'Allemagne achète le charbon aux États-Unis parce que les États-Unis sont passés au gaz de schiste, ils ont conservé leur activité minière. Et donc l'Allemagne d'ailleurs a repris l'exploitation du lignite, qui est leur charbon. Donc ils ont bien sûr décidé d'arrêter les centrales nucléaires progressivement dans quelques temps. Et donc ils se sont remis au charbon. C'est pas ce qu'on pouvait faire de mieux pour le climat. La Pologne, par exemple, produit 93% de son électricité au charbon. Donc, allez dire à un Polonais qu'il faut qu'il arrête le charbon. Donc, le problème est complexe. Le problème a une inertie colossale. C'est pour ça qu'il est difficile à arrêter. Je me souviens, j'ai traversé l'Antarctique en 1989-90. J'avais fait une conférence donc, avec Claude Lorius, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui nous parlait de cette histoire du climat dans les carottes. Et il avait dit quelque chose d'intéressant qui va me marquer. Il avait dit « le processus est enclenché ». Et ça m'est resté. Le processus est enclenché. Ça veut dire qu'on a mis à l'œuvre quelque chose qui a une inertie colossale. Donc, il est évident que les conséquences vont durer longtemps puisque l'excès de CO2, on ne sait pas le recycler. D'abord, d'une manière générale, on est de très mauvais recycleurs par rapport à la nature. Si vous voulez, la nature, ça fonctionne bien. La nature, il y a la production primaire, les consommateurs et les recycleurs. Production primaire, consommateurs, recycleurs, c'est le cercle vertueux, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, production primaire, on est en train de l'altérer considérablement. Ce qui est la production primaire, c'est le verre. Le verre à terre, le verre en mer, le phytoplancton, ça c'est la base de la vie. La base de la vie, c'est la production primaire. Il faut tout mettre en œuvre pour la réhabilitation des sols, pour refaire de la reforestation, pour limiter. Il faut refaire du verre. Et ça, ce n'est pas un conseil politique, c'est un conseil de couleur. Je parle de la chlorophylle, ce pigment qui fait de la photosynthèse, qui capte le CO2. Ensuite, il faut qu'on soit... Ensuite, vous avez les consommateurs dans la nature. Les consommateurs, ce sont toutes les espèces qui créent la chaîne de vie. Et troisièmement, là où ils sont bons, c'est les recycleurs.
Les recycleurs, on les connaît dans la nature, hein, c'est les vautours, les hyènes, etc. Mais surtout, c'est une armada de champignons, de bactéries. Et dans la nature, si vous voulez, les recycleurs vont transformer la matière organique des consommateurs en matière minérale qui va revenir alimenter la production primaire. Ça, c'est le circuit vertueux. Production primaire, c'est l'écosystème Terre originel. Jusqu'à ce qu'arrive Superman. Nous, l'homme est un mutant surdoué, capable d'invention d'une puissance prodigieuse. Et effectivement, nous sommes devenus des consommateurs peu scrupuleux, intenses, et après on est des recycleurs pas bons du tout. Quand je parle de recyclage, effectivement, on peut l'évoquer, les plastiques, les métaux, etc. Il va falloir être des bons recycleurs, c'est-à-dire revenir à une économie circulaire, ça veut dire revenir à l'écosystème Terre, être capable, si vous voulez, de désintégrer tout ce que l'on a créé de manière à ce que ça revienne dans le circuit économique. Passer d'une économie en spirale que nous sommes en train de créer à une économie circulaire, donc des bons recycleurs. Alors, on est là pour parler de l'eau. Il est évident que l'eau, il n'y en a qu'une, hein, H2O. Des aliments, il y en a plein. Quand il y a une culture qui ne va pas bien, ou en fonction des régions, on peut varier l'agriculture, varier la production maraîchère. Il y a différents aliments, il y a une multitude d'aliments. Mais l'eau, il n'y en a qu'une, H2O. C'est la même, celle qui est dans nos cellules, que l'on rejette dans les égouts, c'est absolument la même. Il y a une seule eau, et l'eau, c'est comme l'oxygène, c'est absolument vital. On en a besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique? On est en train d'accélérer le circuit de l'eau. L'eau est en train de nous échapper. Avec le réchauffement climatique, il y a une augmentation, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la température de l'océan, ce qui crée une évaporation importante. Donc il y a des précipitations beaucoup plus importantes, et ça les phénomènes cévenols nous le disent tous les ans depuis toujours. Les phénomènes cévenols existent depuis toujours, avec une température de la Méditerranée que l'on connaissait. Aujourd'hui, la Méditerranée était très très chaude à la fin de l'été, sur une épaisseur importante. Ça, c'est entre guillemets cette bombe thermique, c'est-à-dire que cet excès de chaleur est libéré par une détente brutale et massive, cet excès de chaleur qui va provoquer des précipitations énormes, avec des flux colossaux qui ne font que passer à grande vitesse, qui stagnent pour faire des inondations et qui repartent à la mer. Donc on est en train d'accélérer ce processus-là. Donc ce qu'il nous faut faire dans le futur, c'est arriver à gérer ces excès du circuit de l'eau. Parce que, effectivement, on se rend compte que d'une part, la ressource diminue. La ressource, si on prend celle qui est la ressource, c'est la pluie. Elle est variable, enfin on le sait, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis la ressource aussi, c'est la neige. La neige, par exemple, dans les Alpes, la neige dans les Pyrénées. J'en profite pour signaler la présence de Martin Malvy qui est là, qui a créé un observatoire du changement climatique, à la fois que je préside. Et effectivement, on travaille sur ces questions de part et d'autre des Pyrénées. Comment ça se passe du côté espagnol, comment ça se passe de ce côté-ci. Et donc, il y a dans toutes les régions des comités comme ça qui travaillent. Je suis arrivé ce matin, pas au tout début, j'ai quand même perçu effectivement qu'il y a une préoccupation, qu'il y a des solutions qui sont émises, mais il faut réfléchir dans le sens, de l'économie d'eau. L'économie d'eau, ça peut être déjà la récupération des eaux de pluie. On vit dans un pays où il y a beaucoup de pavillons, de maisons pavillonnaires. Chaque pavillon, chaque maison devait avoir sa citerne. Il y en a chez Leroy Merlin, chez Castorama, chez je ne sais plus quoi. Vous en trouvez partout, ça coûte pas cher. Il faut prendre une pelle, une pioche, faire un trou et collecter l'eau de pluie. C'est quelque chose qui est simple, mais ça permet effectivement d'arroser le jardin, éventuellement de nettoyer la voiture si on a un petit truc avec une pompe. Il va falloir faire du système D à l'échelle personnelle. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Ensuite, on les connaît, toutes les solutions, on n'est pas obligé de faire circuler l'eau pour la salle de bain, enfin un truc comme ça, préférer la douche, par exemple, par rapport au bain. Si vous regardez, on n'est pas si mauvais que ça. Si vous regardez, par exemple, le Canada et les États-Unis, ils consomment 600 litres d'eau par jour et par personne.
En Afrique, la consommation moyenne, c'est 25. On est à 150. Donc on a des progrès à faire. Donc sur cette eau que l'on peut réutiliser, de l'eau de pluie déjà dans un premier temps, ce sont des choses simples à faire. Ensuite, il y a un chapitre colossal, un chapitre épidermique, un chapitre vital, qui est effectivement la consommation agricole. Et les discussions que l'on peut avoir, j'ai eu 2 réunions avec Hervé Le Treut. Hervé Le Treut, c'est un de nos éminents spécialistes du climat. Il travaille dans la région Aquitaine. Effectivement, les discussions vont, effectivement, comment est-ce qu'on peut faire évoluer dans la région Midi-Pyrénées ou ailleurs, comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer l'agriculture de manière à ne pas être des gros arroseurs pendant que le maïs, si vous voulez, le maïs, il est en floraison, il faut l'arroser à la période de floraison. Avant, ça ne sert à rien, il faut l'arroser quand il est en pleine floraison, c'est-à-dire en été, au mois d'août. Et donc, je suis de ce secteur-là et on voit ces lances à incendie qui envoient de l'eau, une eau qui s'évapore à 80%. Donc, ça va demander effectivement de réfléchir. Faites comme ça, mais enfin, ça s'évapore beaucoup quand même. Il y a une grosse... Vous êtes d'accord que ça s'évapore? Oui. Ben oui, je sais que chacun, effectivement, essaye de moduler le propos, mais je ne suis pas là pour moduler le propos, pour dire la réalité, si vous voulez. Donc ça s'évapore. Et ce sont des choix qu'il va falloir faire, effectivement. Ce sont des choix qu'il va falloir faire dans les choix agricoles. J'ai eu l'occasion de voir en Alsace des cultures de maïs qui sont arrosées avec du goutte à goutte. C'est évident que c'est un investissement important en matériaux et en temps. On voit le temps qu'il faut, ne serait-ce que pour mettre son goutte à goutte sur sa terrasse. Donc on peut imaginer. Mais ça, ce sont des solutions, effectivement. Alors après, j'ai entendu aussi les retenues d'eau, les retenues collinaires. Moi, je vois la campagne. Alors quand on traverse la France en avion, on les voit, ces retenues collinaires. Elles sont effectivement nombreuses. Je ne pense pas que la majorité ait détruit des zones humides. Ce sont des petits retenues collinaires. Les grosses, c'est un autre problème. Les choses que j'ai entendues aussi, on parle, je vais un petit peu en arrière, le CO2, on ne sait pas le recycler. On ne sait pas quoi en faire, mais il y a des projets effectivement de capter le CO2 à la sortie des combustions pour le réinjecter dans des zones, dans des grottes salines ou autres. Effectivement, l'eau, une des réserves d'eau possibles, ce sont les nappes phréatiques. La nappe phréatique est la meilleure réserve d'eau, si vous voulez, c'est la réserve naturelle. Donc on peut envisager, effectivement, on appelle ça la filtration, l'infiltration. Comment on appelle ça, la filtration, l'infiltration. Mais la filtration, c'est autre chose. Oui. Bon, ça, c'est quelque chose. On peut imaginer, effectivement, faire des nappes, c'est géant, faire des ressources qui sont souterraines pour conserver l'eau. En plus, elle ne s'évapore pas quand elle est en milieu souterrain, contrairement à des barrages qui sont faits, je ne parle pas en France, mais des barrages qui sont faits en Afrique, en Éthiopie, il y a 3 barrages énormes qui vont être faits. 50% de l'eau retenue d'une île, elle va s'évaporer. Donc on n'a pas ces problèmes-là. Mais il faut faire ce que vous avez fait aujourd'hui, se réunir, c'est-à-dire tous les acteurs. Et donc j'ai retenu que le comité de bassin est certainement l'entité qui permet de réunir tout le monde, les scientifiques, les élus, les gens du secteur qui connaissent l'écoulement de l'eau, qui étudient l'évolution climatique, qui connaissent les besoins agricoles. Et je suis resté avec l'agriculture, excusez-moi, mais il n'y a pas qu'eux qui ont besoin d'eau. L'EDF, elle veut de l'eau. L'EDF veut de l'eau pour ses barrages, pour faire de l'électricité. Elle veut de l'eau aussi pour refroidir les centrales nucléaires. Il y a aussi les bassins d'agrément. Ils ont acheté des pédalos, ils veulent bien un peu d'eau dans le bassin, sinon c'est la faillite de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est nombreux à vouloir de l'eau. Et puis l'eau potable. L'eau potable, c'est un problème que nous n'avons pas encore tout à fait ici en France. Mais il faut comprendre que dans des pays ailleurs, c'est compliqué. Et plus les pays sont pauvres, plus c'est compliqué. Dans les pays pauvres, vous avez une densité de population urbaine qui crée ces problèmes d'apport d'eau importants. Dans une ville, à Karachi, par exemple, l'eau coûte 2 fois le prix de l'eau à Paris. Au Kenya, l'eau en Nairobi coûte 7 fois le prix de l'eau à Paris.
Donc ça vous donne une idée effectivement que dans ces pays, l'eau est tellement rare qu'elle est extrêmement chère. Donc l'eau, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il y a 2 choses à faire pour l'eau potable dans le futur. C'est recycler les eaux usées. On sait le faire aujourd'hui jusqu'à 90%, et en refaire des eaux qui peuvent repartir dans les rivières, dans l'irrigation, avec 90%, mais les 10 derniers, ils sont chers. Et c'est ce qui permettra effectivement dans le futur de refaire de l'eau potable, c'est-à-dire arriver à boire de l'eau qui est celle de la sortie des eaux usées. Ça, c'est ce que l'on peut envisager. Et ensuite, il y a des problèmes pour les grandes cités urbaines qui sont en bordure de mer. On considère que 75% de la population mondiale, en 2050, 10 millions d'habitants, 75% seront agglutinés dans des grandes agglomérations urbaines qui sont essentiellement au bord de la mer. Et là, effectivement, une des ressources, c'est dessaler l'eau de mer. Mais dessaler l'eau de mer, à l'échelle globale comme ça d'une grande population, ça coûte cher. Donc, pour sortir de cette pièce-là tout à l'heure, en se disant, il nous a fait une liste de tout ce qui ne va pas, il y a des solutions, il faut les prendre à l'échelle régionale, à l'échelle du bassin, à l'échelle individuelle. Je crois que la solution, elle est possible, il y a une multitude de petites solutions, chacun doit en être un acteur. Et ce qui est important, c'est que chacun, et retenez ça, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence, qu'elle soit personnelle dans sa vie, familiale, professionnelle. Il y a ici beaucoup de responsables politiques, beaucoup de responsables, donc des décisions qui soient prises. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. C'est la seule façon, effectivement, pour arriver à résoudre un problème qui est tellement grand que si on le prend d'une manière globale, c'est extrêmement décourageant. Si on va dans l'intimité des solutions, on se rend compte que si chacun prend sa responsabilité, on peut venir au bout du problème. Ça va prendre du temps, mais il ne faut pas attendre les solutions, une résolution au niveau climat. Le climat a une telle inertie que les mesures que l'on prendra aujourd'hui, les résultats ne seront que dans un demi-siècle. Et dans un demi-siècle, il ne faut pas attendre la catastrophe du manque d'eau. Donc l'urgence, elle est aujourd'hui. Prenons des mesures, chacun à notre niveau. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne. Peut-être juste une question. Moi, je retiens le terme intimité des solutions. Alors, chaque territoire est différent, mais dans vos parcours et dans vos voyages, est-ce que vous avez vu des communautés humaines qui, autour de l'eau, avaient identifié des façons de faire qui vous ont intéressé et qui permettaient de résoudre des situations de crise aiguë? Vous citiez des pays où, effectivement, on a des vrais stress hydriques. Est-ce que vous avez identifié quelquefois des rassemblements, des façons de procéder entre groupes humains qui vous ont intéressé? Tout le monde n'est pas vertueux, hein. S'il y avait une solution formidable, on l'aurait. Je veux simplement insister sur la nécessité de se mettre en œuvre tout de suite. Et quelque chose que j'ai pu constater dans mes voyages, c'est si vous regardez la chaîne himalayenne, qui est une grande chaîne des Alpes géantes, ça représente une accumulation de neige et de glace colossale. La moitié de la population de la planète vit avec l'eau qui vient de la chaîne himalayenne. Côté chinois, côté Inde, Pakistan, Bangladesh, tous ces pays-là, accumulés aujourd'hui, c'est des milliards de personnes qui vivent sur la ressource en eau de l'Himalaya. Donc vous avez vu que l'Himalaya n'est pas épargné, si vous voulez, par le manque de précipitations et par des précipitations exactement comme nous qui sont, à un moment donné, complètement démesurées. On entend tous les ans, aujourd'hui ça se passe, des randonneurs qui se font coincer par des précipitations de neige colossales. Donc ce sont des tempêtes de neige que l'on ne connaissait pas, et des gens qui vont faire des treks en Himalaya, qui font le tour des Annapurna. C'était il y a 2 ans, je crois, une 50aine de morts, uniquement par des choses qui ne sont inhabituelles. Voilà, là-bas aussi, on connaît du règlement. Et puis, ils vont devoir réfléchir à des solutions agricoles, puisque 80% de l'Indus, du Gange, de ces fleuves-là, a été dévié pour la culture du coton et du riz. Donc, voyez les soucis qui peuvent exister dus au changement climatique sur ces populations qui vont représenter la moitié de la population mondiale, dont la ressource en eau dépend uniquement des précipitations qui sont sur la chaîne himalayenne. Donc,
on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Et puis vous comprenez que ces personnes-là, c'est des futurs réfugiés climatiques, des transhumants, des gens qui vont chercher ailleurs de la vie. Donc le climat est quelque chose de grave. Nous avons la chance d'être dans un climat tempéré, sachant exploiter très en amont aujourd'hui ce qui pourrait être des complications dans le futur. Merci encore Jean-Louis Etienne, merci.